Alors, il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une activité qui a été réalisée à l'Institut qui s'intitule « Développement d'un modèle de gestion graduée du risque pour le choix de la protection respiratoire contre les bioaérosols ». La définition des bioaérosols, ce sont des particules aéroportées contenant des organismes vivants tels des virus, des bactéries, des moisissures, des protozoaires, des archées aussi, et ou des substances ou produits provenant de ces organismes comme les toxines, peuvent être soit des mycotoxines pour les moisissures ou les endotoxines pour les bactéries gram-négatives, même des micro-organismes morts. Une moisissure morte peut développer des allergies sur les personnes qui vont les respirer à cause des protéines et des enzymes qu'elles contiennent, et même les fragments de micro-organismes aussi. Alors, selon leur nature et leur diamètre, elles peuvent agir soit comme agents sensibilisants ou infectieux. Ça, c'est une définition qui provient de l'ACGH en 1999, l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Elle demeure encore toujours valable. Quand on parle de bioaérosol, c'est sa granulométrie qui va déterminer son comportement. Donc, la physique, que ce soit une particule solide, une particule de minéral ou une particule biologique, son comportement va être défini par son diamètre. Voici la dimension de certains bioaérosols, comme les moisissures. Bon, 200 microns, je ne connais pas nécessairement celles qui ont 100 microns, mais habituellement, les moisissures, en termes de diamètre aérodynamique, varient entre 2 et une vingtaine de microns. Les bactéries, ça peut partir de 0,3, ça peut aller jusqu'à une dizaine de microns. Les bactéries comme la tuberculose, anthrax, les moisissures sont ici. Et les virus, eux peuvent aller de 0,02 à 0,3 microns qui sont ici situés là, à l'extrémité de ce graphe. L'autre chose qui est importante, le temps de survie. Un micro-organisme, quand même, peut vivre dans l'environnement une certaine période de temps. Ici, on a un tableau qui présente la persistance de bactéries sur les surfaces. Quelqu'un va dire, oui, d'accord, c'est sur une surface, mais si on passe à côté et on fait des courants d'air, ça va être remis dans l'air qu'on respire. Alors, si on prend Mycobacterium tuberculosis, qui est la bactérie qui cause la tuberculose, mais elle peut vivre de 1 jour à 4 mois. Donc, dans une salle, ou est-ce qu'une salle d'opération qui a des mycobactérium, une salle de bronchoscopie, si la personne elle a la tuberculose, la bactérie va tomber sur une surface, et si ce n'est pas nettoyé d'une façon régulière, bien, ça peut rester là pendant 4 mois. Surtout, c'est accompli pour les virus, parce que les virus, eux, sont un genre de microclimat dans un noyau de gouttelette, et le noyau de gouttelette peut rester quand même assez longtemps là, sur une surface, et ça peut rester aussi dans l'air. On a fait une étude dernièrement en bronchoscopie, et on a fait la simulation des concentrations de bactéries, de virus, etc., et ça reste quand même assez longtemps dans l'air. Donc, on peut les respirer, que ce soit sur une surface ou dans l'air, elles présentent un risque. Même chose pour les virus sur les surfaces. Le virus de l'influenza, lui, peut vivre de 1 à 2 jours. Les norovirus, on travaille présentement sur des projets avec le docteur Duchesne sur la détection de norovirus dans les stations de traitement des eaux usées. Eux peuvent vivre, qui est en dessous aussi, de 8 heures jusqu'à 7 jours, les virus. Il y a d'autres virus, comme par exemple le coronavirus, ça peut vivre jusqu'à 3 heures, et etc., la fonction des différents virus. L'autre chose, lorsque l'humain est une des principales sources de micro-organismes, par exemple ici dans le local, quand on est arrivé tantôt, les concentrations de bactéries étaient probablement de 10 à la 2 bactéries par mètre cube d'air. Et les que l'on quitte, elles vont peut-être passer 10 à la 3, 10 à la 4, parce que la principale source de bactéries dans un environnement antérieur, c'est souvent les humains. Et surtout si la personne tousse. Comme un éternuement peut produire jusqu'à 3000 virus dans l'air. La toux, ça peut des concentrations plus grandes que 3000 virus aussi. Respiration par le nez, bien, ça va juste dans une direction, fait qu'on ne produit pas de virus nécessairement. Respiration par la bouche est variable. Parole et chant plus grand que 1000. Vomissement plus grand que 1000, et la diarrhée. Surtout suite à l'aérosolisation de l'eau de la toilette. Bon, bien, dans une salle de bain, les concentrations de virus, une personne qui a la diarrhée, évidemment, bien, peuvent être supérieures à 20 000 virus émis dans l'air. Un des derniers paramètres, maintenant, est la vitesse de sédimentation. C'est le temps que ça prend à ces particules-là pour tomber sur une surface ou pour tomber sur le plancher. Ici, on a, en fonction du diamètre et le temps pour chuter d'une hauteur de 3 mètres sans vent. Par exemple, les particules, les moisissures, les bactéries ou les noyaux de gouttelettes de 100 microns, la vitesse de sédimentation de 25 cm par seconde, et ça va prendre environ 4 secondes. Donc, 100 microns, on tousse, et puis ça va tomber à terre à une distance de 1 mètre habituellement. Mais lorsqu'on arrive à des particules de l'ordre de 10 microns, ça peut prendre 5 minutes avant que la particule tombe. Ça, c'est encore une fois, c'est sans courant d'air. S'il y a des courants d'air, les courants d'air peuvent les déplacer aussi, puis les emmener dans d'autres endroits. 3 microns, ça peut prendre 1 heure.
Tantôt, je vous ai mentionné la grosseur des virus, des bactéries, ainsi de suite. Il y en a plusieurs qui sont dans cette dimension-là. Puis point 3, comme ici au niveau des virus, bien, ça peut prendre presque 3 jours pour descendre d'une hauteur de 3 mètres. Et de 0,03, ça peut aller jusqu'à 53 jours. Et on va utiliser la méthode de gestion graduée du risque parce que c'est une méthode qui permet de classer les différents contaminants que l'on a. C'est une méthode qualitative de classification des différents micro-organismes. Ça a été développé au début des années 80 pour les nouvelles substances chimiques et les produits pharmaceutiques n'ayant pas de normes d'exposition. Ça veut dire, dans les entreprises pharmaceutiques, les médicaments n'avaient pas de normes d'exposition. Et puis, bon, on va partir, on va y mettre différentes bandes, on va les classer dans ces bandes-là. Et chacune de ces bandes-là va correspondre à un type de moyen de contrôle. Ça, c'est la situation idéale. Par exemple, dans un hôpital, si on aurait ce genre d'installation-là chez chacun des patients qui est admis, bon, bien, il n'y aura pas de problème. On n'aura pas besoin d'utiliser la gestion graduée du risque dans ces cas-là. Mais c'est rarement le cas. Alors, la hiérarchie des moyens de contrôle, bien, ça comprend habituellement l'élimination à la source ou le contrôle direct à la source. Ça peut être des contrôles techniques ou par l'ingénierie, style chambre à pression négative, augmentation des débits de ventilation, ventilation par déplacement, et ainsi de suite. Des contrôles administratifs, s'assurer que, bien, premièrement, les personnes par exemple, qui sont admises dans un hôpital, c'est d'essayer de détecter au maximum lors du triage si elles sont infectieuses ou pas. C'est suivre les règles aussi pour que tous les équipements et ainsi de suite, l'ingénierie fonctionne. Et en dernier moyen, ce sont les équipements de protection individuelle. Et cette activité-là, c'est concentrée sur les équipements de protection individuelle. Voici les facteurs de protection caractéristiques des équipements de protection respiratoire. Lorsqu'on parle de facteurs de protection caractéristiques de 10, c'est-à-dire que ça nous protège pour les concentrations, on peut aller jusqu'à 10 fois supérieures à une norme ou à une valeur guide. Et ça correspond habituellement aux demi-pièces faciales qu'on appelle les N95, N99 ou N100. Facteurs de protection de 25, ce sont ceux à épuration d'air motorisée, qui sont bien connus en anglais sous le terme de PAPR, ou à éduction d'air avec pièces faciales souples et visière écran. 50, c'est épuration d'air motorisée avec demi-pièce faciale, encore une fois le PAPR. 100, c'est entre autres la pièce faciale complète avec la vitre et ainsi de suite. Aux États-Unis, c'est rendu à 50. 1000, c'est un appareil à adduction d'air. Et 10 000, ce sont les appareils autonomes à pièce faciale complète à surpression. Exemple, ce qu'utilisent les pompiers habituellement lors de leurs interventions. Alors, le modèle IRSST, c'est qu'on a formé un comité d'experts. Et suite aux travaux de ce comité d'experts-là, il y a un modèle de gestion graduée du risque qui a été proposé pour les bioaérosols infectieux ou non, dont la présence est appréhendée. Ces modèles, c'est basé sur les travaux de Marcola et Brosseau en 1999 et de ceux, dernièrement, du groupe CSA dans leur norme Z94.4, publié en 2011, sur la sélection de l'utilisation et l'entretien des respirateurs. Les modèles IRSST, ça comprend 2 éléments principaux. Le premier, c'est de classifier les micro-organismes ou classifier les bioaérosols selon leur danger ou ce qu'on appelle des groupes de risque. Et l'autre, c'est l'estimation de l'exposition des travailleurs. On a fait la sommation pondérée du niveau de contrôle qui correspond à 20 et on ajoute à ça le taux de génération qui, lui, correspond à 80 Et le croisement d'un groupe de risque en haut et d'un niveau d'exposition correspond à un facteur de protection caractéristique. Je vous explique. Ces éléments sont intégrés dans une matrice 4x5. À la verticale, on a les 4 groupes de risques. À l'horizontale, on a les 5 catégories de très faibles à très élevés qui correspondent à l'estimation du niveau d'exposition des travailleurs, parce qu'encore une fois, ce ne sont que des estimations. Et les facteurs de protection caractéristiques que je vous ai mentionnés tantôt sont utilisés pour choisir l'APR et ainsi de suite. Chacun va correspondre à une certaine bande. La classification des groupes de risques, les micro-organismes sont classés en 4 groupes de risques. Ça provient surtout des classifications utilisées en biosécurité. Ces groupes de risque se basent sur, évidemment, la pathogénicité, la dose infectieuse, le mode de transmission, la disponibilité des mesures préventives efficaces et la disponibilité des traitements efficaces. Ici, on a un tableau qui présente ces groupes de risque, 1, 2, 3, 4. Pathogénicité, c'est l'homme. Exemple, des groupes de risque 1, bien, c'est un peu ce qu'on rencontre souvent dans une porcherie, où il n'y a pas nécessairement de micro-organismes pathogènes, mais où les concentrations en micro-organismes sont très élevées. Alors, à ce moment-là, on les classe dans le groupe 1. Danger pour les travailleurs, ça peut causer des problèmes, pas nécessairement d'infection, mais ça peut causer des problèmes d'allergie, souvent. La propagation de la population, non. Et la prophylaxie existe habituellement des traitements pour soigner ce genre d'affection à la santé. Les groupes de risque 2, c'est peut être pathogène chez l'homme. Danger pour les travailleurs, oui. C'est pas transmissible. Il y a une méthode de prophylaxie ou de traitement. Un exemple de micro-organisme 2, on parle de la bactérie du légionnaire. Legionella pneumophilia est classée dans la catégorie 2. Catégorie 3, oui, ça peut être pathogène chez l'homme.
c'est dangereux pour les travailleurs. Il y en a certains qui peuvent être contagieux et la prophylaxie existe des traitements. Un exemple, Mycobacteries tuberculosis, c'est la bactérie qui va causer la tuberculose, est classée groupe 3. Le SRAS est classé aussi groupe 3. Et groupe 4, c'est pathogène chez l'homme, c'est dangereux pour les travailleurs, le risque est très élevé et il n'y a pas habituellement de méthode de traitement, de méthode prophylaxique qui existe. Exemple, virus de l'Ebola. Et dans le groupe 4, il y a juste des virus. Il n'y a pas de bactéries, pas encore d'archées, ainsi de suite, qui sont classés dans cette catégorie-là. Il y a ici un genre de classification. Cette classification-là, elle existe entre autres, le CDC, NIH en ont publié, l'Organisation mondiale de la santé en a publié, National Institute of Health américain en a publié aussi. Ça, c'est une étude qui provient du Parlement européen, du Conseil. On l'a trouvé, on l'a utilisé, nous, dans notre guide, parce que c'est une liste indicative de types d'activités professionnelles qui comprennent, entre autres, des travaux, par exemple, dans des institutions de production alimentaire, travaux en agriculture ou le contact avec des animaux, des produits d'origine animale, travaux dans les installations d'élimination des déchets, travaux dans les centres d'épuration des eaux usées, et ainsi de suite. Et ce sont encore une fois les 4 groupes de risque en fonction des bactéries. Un exemple, classification des bactéries et organismes apparentés comme Aspergillus fumigatus, qui est une moisissure classée dans cette classification-là 2. Bacillus subtilis, 1. Histoplasma capsulatum, qui cause l'histoplasmose, c'est 3. Legionella pneumophilia, 2. Mycobacterium tuberculosis, 3. Exactement ce que je vous ai mentionné. Alors, là, on va passer maintenant au niveau de l'évaluation des expositions. Le premier paramètre qui correspond à 20 c'est ce qu'on appelle les niveaux de contrôle. Donc, de 20 on va de 0 à 2, ou de 0 à 20 si on est classé sur 100. Si on prend une sommation sur 10, on va de 0 à 2. On a 2 points si le nombre de changements d'air à l'heure est plus petit ou égal à 2. Exemple, dans une porcherie, habituellement, l'hiver, le nombre de changements d'air à l'heure est toujours inférieur à 2, à cause que garder la chaleur, et ainsi de suite, et même probablement dans les fermes laitières, en agriculture, on rencontre ça souvent, où la ventilation est très faible, les endroits confinés ou autres semblables. On met 1,5 points si notre taux de changement d'air à l'heure est compris entre 2 et 6. Puis ça correspond à ventilation générale, aux fenêtres ouvertes ou autres semblables. 1 point sont entre 6 et 12. Ça correspond habituellement à des pièces à pression négative, comme dans les hôpitaux, ventilation de laboratoire, chambre d'isolement, ventilation par déplacement ou autres semblables. On met 0,5 points si le nombre de changements d'air à l'heure est plus grand que 12. Exemple, la mécanisation des opérations, opérations sous hotte de laboratoire. Certains départements hospitaliers, comme la bronchoscopie, salle d'opération, etc., sans ligne à être supérieur à 12 changements d'air à l'heure, ou des travaux à l'extérieur, on met 0,5 points. On met 0 points si ce sont des opérations qui se font sous hotte à flux laminaire ou source complètement circuit fermé ou autre semblable, on met 0. Pour les taux de génération, parce que le taux de génération est plus important que le niveau de contrôle. Je vais juste donner un exemple de bronchoscopie. Le médecin qui est situé au-dessus du visage, qui est en train de faire une bronchoscopie, le patient tous, même si on aurait 50 changements d'air à l'heure, son niveau d'exposition va être assez élevé. C'est pour ça que le taux de génération est plus important que le moyen de contrôle dans notre sommation. Alors, on a 8 points. Probabilité d'inhalation très élevée. Ce sont des proximités des sources d'émission, travaux dans l'épannage d'émissions, actes médicaux produisant des aérosols semblables, et une bonne partie des travaux en agriculture se classent aussi dans cette catégorie-là. On a des expositions élevées. Encore une fois, ce sont des travaux de décontamination, soins donnés à un patient infectieux qui tousse ou éternue la bouche non recouverte ou autre cas semblable est classé là-dedans. 4 points, modérés, c'est contact avec le contaminant biologique. On est quand même à une certaine distance éloignée de la source. Quelqu'un qui rentrerait dans le département de bronchoscopie, mais qui n'est pas le médecin, ni l'infirmière ou les nanothérapeutes, mais fait simplement passer, changer des plateaux, et ainsi de suite. Patient infectieux qui tousse ou éternue, qui aurait la tuberculose, mais que la bouche recouverte avec un masque de protection, il y aurait 4 points. 2 points, c'est lorsqu'on est dans des conditions faibles. On est dans des situations d'aérosolisation faible, ou par exemple, personnel attitré à d'autres soins, comme quelqu'un qui va rentrer dans une chambre, changer les plateaux de nourriture, ou va passer le balai dans la chambre. Et 0, c'est aucune aérosolisation. Ça nous permet comme ça de calculer ce qu'on appelle déterminer le niveau d'exposition, qui est la somme des points du niveau de contrôle, 20 taux de génération, 80 puis on arrive dans des sommations très faibles, si on obtient entre 0 et 2, 2,5 et 5 faibles, moyen, élevé et très élevé dans les conditions extrêmes. Et voici notre matrice qu'on appelle le modèle IRSST. On a les 4 groupes de risques, 1, 2, 3, 4, les 5 niveaux d'exposition de 1 à 5.
Et en fonction de la sommation des conditions qu'on retrouve, par exemple, si on est d'un groupe 1 puis l'exposition est très faible, on arrive en bas de 2 ou 2 et moins, bien, on n'a besoin d'aucune protection respiratoire. Même chose pour les micro-organismes de groupe 2. Pour les micro-organismes 3, aucun aussi. Mais les micro-organismes 4, vu que ce sont des virus et vu que ce sont très pathogènes, puis il n'y a pas moyen de se protéger, nous on recommande 1000. Une autre raison pour laquelle on a mis 1000 là-dessus, c'est qu'il y a un seul laboratoire au Canada, qui est le laboratoire de santé publique du gouvernement canadien, qui est situé à Winnipeg. Et le facteur de protection, eux ont le mandat, par exemple, comme le virus d'Ebola, là, ils pouvaient les prendre, les identifier, puis travailler avec. Et le facteur de protection caractéristique minimum, c'est 1000. Niveau faible, c'est comme ça varie. Ici, 50, j'ai mis un petit 1 parce que le facteur de protection caractéristique du NIH équivaut à celui de guide de protection des appareils de protection respiratoire au Québec, qui devrait être changé très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Alors, en conclusion, les bioaérosols peuvent demeurer dans l'air pendant de longues périodes. Ils sont à la majorité de dimensions respirables. Les micro-organismes peuvent aussi survivre assez longtemps sur des surfaces et aussi dans l'air. La gestion graduée du risque permet de choisir les appareils de protection respiratoire adéquats. Et la protection respiratoire est évidemment le dernier rempart, c'est-à-dire avant, c'est encore une fois substitution, contrôle technique, contrôle administratif. Puis là, bien, si on n'a pas le choix, on applique la protection respiratoire. Puis là, bien, on a une façon de choisir l'appareil de protection approprié. Voici le rapport de recherche qui a été publié. Développement des modèles de gestion graduée du risque pour le choix de la protection respiratoire contre les bioaérosols. Les co-auteurs, il y avait Ève Nicham-Grenon, qui était une étudiante qui a travaillé beaucoup là-dessus, qui a pris en note toutes les rencontres, ce qu'on a déterminé dans nos différentes rencontres. Maximilien Desbiens, de l'Université de Montréal, du département de santé environnementale et santé au travail, Yves Cloutier et Geneviève Marchand de l'IRSST. Pour terminer, le comité d'experts a mentionné dans ses recommandations que dans le but de rendre ce modèle plus accessible et plus facile d'utilisation, le comité d'experts a proposé de développer un outil informatique. En même temps, ça permet de standardiser le choix, ça diminue les erreurs et ainsi de suite. Alors, voici la description de cet outil que Marie-France va venir nous présenter. Alors, comme tous les projets de valorisation des connaissances qu'on développe ici à l'IRSST, nous avons constitué un comité de suivi avec différents partenaires. Ce comité-là était constitué de partenaires de différents secteurs, du secteur municipal, du secteur de la santé, etc. Et on a fait attention également à la représentation des différents professionnels qui pourraient utiliser l'outil. Exemple, des hygiénistes, des médecins, des conseillers en prévention, etc. Les premières étapes de travail ont été une analyse des besoins avec notre comité de suivi. En gros, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le choix d'un appareil de protection respiratoire est un exercice particulièrement complexe car il n'y a pas de normes d'exposition aux bioaérosols. Donc, ils accueillaient très positivement l'idée d'avoir un outil d'aide à la prise de décision pour choisir cet appareil de protection respiratoire. Ils nous ont mentionné qu'il était important que l'outil soit adapté aux différents secteurs. C'est ce qu'on a fait, on a donné des exemples spécifiques en fonction des secteurs, mais le résultat demeure le même en bout de ligne. Jacques vous a parlé qu'il y avait un petit calcul derrière le modèle. Alors, pour faciliter l'utilisation, on a automatisé le calcul, donc avec un site web, c'était possible de le faire. Ils nous ont mentionné, les membres du comité, qu'il était important d'outiller également les utilisateurs de différentes façons. Alors, l'outil comporte une trentaine d'études de cas de différents micro-organismes dans différentes conditions. Alors, c'est extrêmement riche comme information. On a également mis des liens web pertinents pour, encore là, soutenir les utilisateurs. Et en dernier lieu, ils nous ont dit qu'il est important de mettre en garde le futur utilisateur. Oui, ça prend un certain niveau de connaissance pour bien utiliser l'outil, notamment en hygiène du travail. On va faire une petite démonstration de l'outil. On va prendre une des études de cas documentées dans l'outil web. Alors, il s'agit d'une clinique dentaire qui fait des procédures régulières et spécialisées de détartrage, d'obturation, de traitement parodontique. Et dans les cliniques dentaires, il y a une présence possible de pathogènes dans l'eau ou la bouche du patient. On pourrait, par exemple, trouver Legionella pneumophila. Alors, on va aller sur l'outil. On arrive à la page d'accueil. Alors, il y a une première page de mise en garde qu'on a lue
et dont on accepte les conditions. Et là, on arrive à une démarche en 6 étapes que l'utilisateur va suivre l'une après l'autre. Alors, la première étape consiste à déterminer le secteur pour lequel on fait notre consultation. Alors, dans le cas de la clinique dentaire, on s'en va dans le secteur de la santé. On arrive ensuite à l'étape 2 qui permet de déterminer le groupe de risque. Alors, on voulait faire une consultation par rapport à Legionella pneumophila qui se trouve dans le groupe de risque 2. Alors, on sélectionne simplement le groupe de risque. On a mis sur cette page-là également des liens vers des organismes reconnus qui classifient les micro-organismes, donc ça peut être utile à consulter. On a mis des exemples de bioaérosols et de leur groupe de risque, donc ça permet de faire des liens. On établit ensuite le niveau d'exposition des travailleurs et là, on va avoir 2 paramètres, le niveau de contrôle et le taux de génération. Alors, on commence avec le niveau de contrôle. En général, dans les cliniques dentaires, on retrouve une ventilation générale avec de 2 à 6 changements d'air à l'heure. Alors, on sélectionne ça. Dans les cliniques dentaires, le taux de génération des micro-organismes, en tout cas dans le cas présent, ce serait modéré. Et on arrive finalement à déterminer le facteur de protection caractéristique qui établit le niveau de protection respiratoire requis. Alors, on clique tout simplement sur « Établir le FPC » et dans le cas présent, ça nous indique un FPC de 10. Et on arrive à la dernière étape qui nous permet de faire correspondre le facteur de protection caractéristique avec une suggestion d'appareil de protection respiratoire qui serait adéquat. Alors, l'utilisateur peut à la toute fin enregistrer ses résultats, les imprimer, refaire le calcul s'il veut déterminer d'autres paramètres. Le site lui permet également d'aller consulter les études de cas, différentes ressources qui pourraient lui être utiles, des hyperliens et également il y a une section foire aux questions. Un outil, disponible en anglais également, vraiment unique. Selon les membres du comité de suivi, ça va être un plus dans leur boîte à outils, comme hygiéniste ou comme médecin en santé au travail. Vous avez pu constater que c'est un outil relativement simple à utiliser et relativement convivial. Alors, je terminerai en vous laissant sur la page des remerciements de toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cet outil.